Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Femmes au pluriel. Une nouvelle émission avec des nouvelles invités, un nouveau sujet. Salam alaikum wa marhaba bikum في حلقة جديدة من برنامج فم au pluriel. موضوعنا اليوم هو خطأ طبي. ما هو المعمول في هذه الحالة؟ حالة خطأ طبي، وغتكلمنا على هذا الموضوع الأخت Rachida Essanari. Madame Essanari Rachida va nous parler de l'erreur médicale. Pourquoi? Parce que le silence autour de ce sujet tue. Le silence fait le lit de tous les abus présents et à venir. Et l'ASBL où vous travaillez, Madame Rachida Essanari, c'est l'ASBL Erreur médicale. Elle vient en aide, une aide socio-juridique à toute personne qui pense être victime d'une faute ou bien d'un accident médical ou d'un aléa thérapeutique. Mais avant de parler de tout ça et de l'ASBL, on va parler un petit peu de vous, Madame Essanari. Rachida, donc quelques mots sur vous avant de parler de cette association. Alors bon, voilà, j'ai 42 ans, donc je suis une personne engagée et qui croit en certains combats. Ici, j'ai toujours eu la fibre sociale, donc il était clair pour moi que je m'oriente vers un domaine où l'humain est la priorité. Et donc, vous êtes assistante sociale à la base. En fait, j'ai une formation de travailleur social et j'ai aussi fait des études de communication. Et l'ASBL Erreur médicale, donc je représente aujourd'hui au nom de Monsieur Rodriguez qui l'a créé, m'a donné ma chance et m'a permis justement en ouvrant les portes de l'association à ce que je puisse justement développer cette fibre sociale et me mettre à disposition des citoyens qui se pensaient victimes d'une faute médicale. Alors voilà, on va faire un peu d'histoire. Oui. Vous avez atterri comment dans l'ASBL qui existe depuis 1996? Alors oui, c'est une association qui existe depuis 1996, donc bien avant que j'intègre cette association. Elle a été créée suite au décès par Monsieur Jean Rodriguez, donc qui en fait a perdu son fils, donc qui s'appelait Alan Rodriguez. Il est décédé à l'âge de 16 ans. Des suites d'une anesthésie. En fait, c'est pas vraiment une anesthésie. Il est écrit sur le site internet anesthésie, mais en fait, pour être plus précis, en fait, il devait se faire enlever les 4 dents de sagesse. Et ce qui s'est passé, c'est que donc il a fait ça en one day clinique, donc c'est un hôpital de jour. Mais ça devait effectivement, il devait faire une anesthésie générale puisqu'il y avait les 4 dents de sagesse à enlever. Ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a endormi et pour le confort du dentiste, on injecte de l'adrénaline diluée dans la gencive parce que ça permet de réduire les saignements. Donc ça permet un champ visuel, je veux dire, beaucoup plus large pour le dentiste et pour qu'il puisse faire un travail plus correct. Donc au lieu d'injecter de l'adrénaline diluée, le dentiste s'est trompé et a injecté de l'adrénaline pure. Et donc ça a entraîné un choc cardiaque. Les paramètres se sont emballés et donc là, il ne s'est pas rendu compte de la faute qu'il avait commise. Et pour réanimer l'enfant, donc puisque les soins ambulanciers sont venus, on lui a injecté à nouveau de l'adrénaline pour relancer son cœur, mais vu la dose qui était déjà... voilà, donc là on l'a en fait plutôt achevé. Oh là là. Donc il a été transporté en urgence à l'hôpital Erasme. Et le lendemain, je pense qu'on l'a déclaré en mort clinique. Et donc, un médecin qui devait venir acter le décès a déclaré que la mort était suspecte. Et donc, le parquet a été saisi, le corps a été emporté et une autopsie a révélé le problème. Mais sinon, les parents n'auraient jamais su d'où venait le problème. Le problème, si... Voilà. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une plainte pénale a été ouverte et donc, M. Rodriguez s'est porté partie civile aux côtés de son épouse. Et donc, à la fin de la procédure, le dentiste a été reconnu coupable et donc il a été condamné à une peine de prison avec sursis, puisque bien entendu, il ne s'agit pas ici d'un homicide volontaire, bien entendu. Et donc, il a dû
payer un dédommagement pour les préjudices subis, même si on se doute bien que l'argent ne remplacera jamais la vie d'un enfant. C'est avec cet argent d'ailleurs que M. Rodriguez a créé la SBL. Tout à fait. Donc en fait, ce qu'il a décidé de faire, c'est que en fait, il s'est rendu compte à quel point on pouvait être démuni face à une problématique médicale de ce genre-là. Et il s'est dit, mais c'est quand même incroyable qu'il n'y ait rien à disposition des gens, mis à part un avocat, et encore, il faut encore avoir les moyens de se payer un avocat. Donc il s'est dit, il a pensé aux autres. Et il s'est dit, moi, ce que je vais faire avec cet argent, je vais créer une association et je vais essayer de faire bouger les choses et faire en sorte qu'il n'y ait plus ce vide juridique pour ces personnes qui sont victimes d'un accident, d'une faute médicale. Et donc, il a mis tout son argent, toute son énergie à la création de cette association. Donc, la SBL qui s'appelle Erreur médicale. Oui. Voilà, donc, mais la question est quand même assez pertinente puisque on compte 20 000 cas d'erreurs médicales en Belgique par an et 2 000 décès. Alors, c'est des retours que vous avez, vous le ressentez dans l'association Oui, bien sûr. Donc en fait, 20 000 cas, donc il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Donc en fait, c'est 20 000 cas d'accidents médicaux, donc, dont 2 000 décès, ce qui est déjà énorme quand on sait que ici on recense 20 000 cas officiellement. Mais il faut se dire aussi qu'il y a des personnes qui ne déclarent pas. Voilà, qui ont été victimes d'un accident médical, d'une problématique liée à un soin, mais qui ne savent peut-être même pas qu'il s'agit d'un accident, qui pensent que c'est peut-être ou la fatalité, ou que c'est tout à fait normal et que c'est comme ça que ça se passe, ou qui ont peut-être peur de réagir face à certaines situations. Et donc, quand on parle de 20 000 cas, c'est 20 000 cas officiellement déclarés. Donc on peut imaginer qu'il y en ait beaucoup plus que 20 000. Et alors il s'agit d'accidents médicaux, donc c'est vraiment tout confondu. C'est accident médical, faute médicale, donc tout est un peu confondu. Donc les 20 000 cas, c'est vraiment une partie visible de l'iceberg pour moi. Alors, est-ce que justement dans le cadre d'erreurs médicales, il y a un travail de mettre en lumière ces cas, des cas qui pourraient passer comme ça, qui ne seraient pas officiels? Oui, bien, justement. Donc c'est pour ça que l'ASBL, elle est là aussi pour ça. Donc elle est là pour, bien entendu, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, combler certains vides juridiques. Il faut savoir que cette association, quand elle a été créée au début, il n'y avait que des bénévoles, donc que des personnes qui travaillaient là parce que ils avaient été eux-mêmes victimes d'une faute médicale ou ils se sentaient engagés pour une cause de ce type-là. Et donc, elle n'a fonctionné qu'avec des bénévoles. Et au fur et à mesure, grâce aux politiques aussi, puisque à l'époque, il y avait vraiment un soutien et vraiment une oreille attentive de la part des politiques. Donc l'association a pu engager du personnel qualifié et donc maintenant l'équipe est constituée de personnes vraiment qualifiées pour pouvoir venir en aide, traiter et soutenir, accompagner les personnes qui font appel à l'association. Et donc l'association, l'objectif c'est aussi justement qu'on ait une visibilité la plus large possible parce qu'il y a énormément de personnes qui ne sont pas au courant de leurs droits en tant que patients. Et donc nous, on veut aussi pallier ce manque-là. Alors vous aidez, justement, on va peut-être parler des différentes procédures. Comment est-ce qu'on reconnaît d'abord une erreur médicale, Madame Rachida? Alors, une erreur médicale, c'est... Donc déjà, le terme au niveau juridique, on parle plutôt de faute médicale. Donc, erreur médicale, c'est parce que M. Rodriguez voulait vraiment... Pour lui, c'était une erreur. Donc, il est sur l'émotion, le coup de l'émotion, il voulait appeler l'association erreur médicale. Mais le terme juridique, c'est vraiment faute médicale. Donc, pour qu'on puisse reconnaître la faute médicale, sur le plan juridique, il faut pouvoir réunir au moins 3 éléments. Donc, il faut bien entendu un dommage, il faut une responsabilité du prestataire de soins et un lien de cause à effet direct entre les deux. Voilà. Quand on arrive à réunir ces 3 éléments, eh bien, on peut parler juridiquement de faute médicale et alors il y a à ce moment-là une possibilité de réclamer un dédommagement pour les différents préjudices que la personne aurait subis ainsi que son entourage. Parce qu'il faut savoir que le dommage, il ne se limite pas à une personne.
on sait très bien que quand une personne est victime d'une faute médicale, il y a tout l'entourage qui en pâtit, pour une raison très simple, c'est que souvent, quand ce sont des cas graves, eh bien, il y a des problèmes financiers qui découlent de la faute médicale, la prise en charge des personnes qui ne peuvent plus travailler des suites d'une faute médicale parce qu'elles ont gardé des séquelles lourdes, et automatiquement ça entraîne, je veux dire, une dégradation de la situation familiale. Donc il y a des problèmes des fois de couple qui peuvent se révéler parce que la personne devient plus irascible, plus voilà, parce qu'elle subit toute une série de frustrations. Et ça peut entraîner, je veux dire, genre des dommages par répercussion, comme on appelle ça, donc sur l'épouse ou sur le mari ou sur les enfants, voire plus. Vous avez dans votre équipe une juriste. Oui. Donc, par rapport à la justice, en prenant connaissance donc, de votre ASBL, mais aussi de tout ce qui existe sur les erreurs médicales, c'est pas évident. Les procédures sont en général très longues, c'est très difficile à prouver. Et puis, il y a comme un genre de protection du monde médical, soit par la justice elle-même, hein, donc finalement les patients laissent tomber, ou bien les familles des patients décédés laissent tomber parce que c'est trop difficile. Quel est le rapport que vous avez avec le monde juridique? Alors, par rapport à ce que vous expliquez, je pense qu'il y a effectivement toute une série de problématiques qui peuvent être soulevées. Et ce qu'on entend souvent, nous, enfin, les personnes qui travaillons à la ASBL Erreur Médicale, c'est les gens nous disent très souvent c'est le pot de fer contre le pot de terre. Donc en général les gens pensent que c'est peine perdue, que c'est vraiment une structure avec des grosses assurances derrière, parce qu'il faut savoir que les médecins sont en principe tous assurés, les hôpitaux également, et donc effectivement les gens pensent que c'est peine perdue. Donc ils vont se retrouver confrontés à des grosses boîtes qui ont énormément, je veux dire, d'argent derrière eux, et que eux sont des petites gens avec peu de moyens, voire pas de moyens du tout pour certains. Et donc c'est vrai que ça, on ne peut pas le nier. C'est difficile, il n'y a aucun combat qui est facile. Et donc celui-là, il est aussi difficile que n'importe quel autre combat. Et c'est pour ça que l'association est aussi importante, parce que justement on peut essayer d'accompagner ces personnes-là. Maintenant, il est sûr qu'il y a, on parlait beaucoup à l'époque de corporatisme, donc une sorte de corporatisme au niveau des médecins, mais je pense qu'il y a quand même une évolution au niveau des mentalités aussi. Donc il faut quand même aussi être clair par rapport à ça, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de difficultés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le corps médical est beaucoup plus ouvert. L'Ordre des médecins a reconnu dans son code de déontologie, il a reconnu que la faute pouvait exister, ce qui n'existait pas avant. Et donc, je pense qu'il y a quand même une évolution aussi. Donc, les gens doivent être conscients de ça aussi. Et on est plus dans... le corps médical essaie d'impliquer un peu plus les patients qu'avant. Avant, on était beaucoup dans une sorte de paternalisme, c'est-à-dire que les médecins prenaient un peu les patients comme des enfants, ou pas tous, mais une grosse partie. Et donc, effectivement, ils avaient tendance comme ça à ne pas leur expliquer ce qu'ils allaient leur faire. S'il y avait des questions, on essayait de détourner voilà. Mais sinon, au niveau de la justice, ça reste une procédure possible, mais qui est coûteuse aussi. Et il n'y a effectivement jamais de garantie à 100% d'aboutir. Ça, il faut que ça se sache aussi. Donc, quand on entame une procédure, voilà, que ce soit à l'amiable, que ce soit en justice ou que ce soit devant le fonds des accidents médicaux, on en parlera plus tard, il n'y a aucune garantie de résultat. Donc, c'est du 50-50, sauf pour les fautes médicales où il y a une obligation de résultat clair qui n'a pas été atteinte. Est-ce que les patients, les gens qui rencontrent justement le problème d'erreur ou de faute médicale, est-ce qu'on, monsieur ou madame, tout le monde connaît les droits, ces droits en matière d'hospitalisation? Alors c'est une bonne question que vous me posez, parce qu'effectivement il y a très peu de gens qui connaissent leurs droits, et
Et justement, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'essentiel, parce qu'à partir du moment où on ne connaît pas ses droits et ses devoirs aussi, il faut aussi le préciser, parce que le patient, il y a effectivement la loi sur les droits du patient qui est d'application depuis 2002, qui existe. Donc elle permet toute une série d'accès, donc accès au dossier médical, à une copie de son dossier médical, accès à toute une série d'informations concernant sa santé. Il y a toute une série de points et d'éléments. Mais il y a aussi des devoirs en tant que patient, donc il faut aussi mettre en avant. C'est-à-dire que le patient a des droits, heureusement pour lui, depuis finalement pas très longtemps, puisque quand on parle de 2002, c'est très récent. Mais il y a également des devoirs, c'est-à-dire qu'il est aussi tenu d'informer le médecin ou les médecins de son état de santé de manière correcte. Et donc, voilà, ça c'est important de le dire aussi. Et donc, excusez-moi pour la... Oui, pour la loi sur les droits du patient, donc comme vous l'avez soulevé, il y a très peu, enfin à notre sens en tout cas, pas assez de gens au courant et au fait de leurs droits en tant que patient. Et donc, à partir du moment où on est informé de ses droits, je pense qu'on est plus à même de pouvoir ou demander des explications ou savoir vers quoi on peut s'orienter pour obtenir éventuellement un dédommagement pour une faute médicale voilà, qui se présenterait. Alors comment est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur vous, votre structure et ce que vous faites? Est-ce que en parallèle de cet accompagnement, il y a un travail de promotion de votre ASBL pour faire connaître ce service? Alors, je suis aussi ici pour ça, donc grâce à vous, merci de m'avoir invité d'ailleurs, et à Maghreb TV. Je suis aussi là pour ça, pour essayer de faire part à un maximum de citoyens de leurs droits et des possibilités qui s'offrent à eux. Donc, il faut savoir qu'il y a l'association Erreur Médicale qui est là, on a un site internet qui existe, donc qui est le 3x erreurmedicale.be et qui déjà permet d'avoir accès à toute une série d'informations. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire en tant qu'association de défense, de représentation de défense des patients, c'est vraiment essayer d'informer les gens au mieux de leurs droits et des différentes possibilités qui s'offrent à eux au niveau des recours possibles. Et donc, le site internet, comme je vous expliquais, permet toute une série de précisions, mais on peut toujours aussi prendre un rendez-vous, téléphoner. Il y a un numéro de téléphone, donc il y a le 02 514 31 91, qui permet d'avoir des personnes, que ce soit le service juridique, le service social, pour pouvoir s'entretenir quant à un fait qui se serait passé. Alors il y a aussi quelque chose d'important à préciser, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont sûrement... On a tous dans notre entourage, de près ou de loin, une personne qui a été victime d'un accident médical. Peut-être pas d'une faute, mais en tout cas d'un accident médical. Et donc, je pense qu'il y a autour de nous des personnes qui s'interrogent et qui voudraient au moins, ne fût-ce que, avoir des réponses à leurs questions. Donc, pour ça, on peut aussi les aider à obtenir des réponses. Informer, sensibiliser aussi. Informer, sensibiliser, prendre en charge les dossiers quand c'est possible, parce que, comme je vous expliquais, il y a différentes possibilités, différents voilà, justement, recours. comment est-ce que vous avez un dossier, vous avez des personnes qui viennent vous voir et quelle est la procédure? Comment est-ce que vous allez agir? Alors, la procédure, en fait, donc, elle est simple. C'est qu'au départ, donc, les personnes font appel à nos services ou via le site internet, donc en adressant un mail à l'association ou en nous téléphonant ou en prenant directement un rendez-vous, mais en général on téléphone, il y a une première prise de contact. Donc les personnes nous exposent les faits par mail, par téléphone, et bien entendu il y a toute une série de questions qui sont posées pour essayer de voir et de cibler un peu la demande exacte. Et il faut bien entendu avoir un minimum de pièces médicales à disposition pour qu'on puisse, pour que l'équipe en tout cas puisse se faire une idée de vers quoi on peut orienter la personne. Donc il y a des demandes, et là c'est important de le préciser, il faut savoir qu'il y a un délai de prescription aussi qui existe. C'est-à-dire que tous les dossiers, malheureusement, ne peuvent pas être pris en considération. Donc, il y a des dossiers où les faits se sont passés il y a... deux dates, donc... Exactement. Donc, il y a des dossiers, enfin des cas de personnes où les faits se sont passés il y a 15 ans, imaginons, ou 20 ans. Et donc, à ce moment-là...
C'est déjà plus compliqué parce que la prescription, effectivement, elle est dépassée. Et donc, sauf si la personne a déjà entamé des démarches auprès de l'assurance ou auprès ou a introduit un recours en justice, là encore, ça va. Mais sinon, il y a un délai. Donc, il faut respecter ce délai de 5 ans. Donc, l'association, elle peut intervenir pour les faits. Les 5 ans, voilà, les faits, donc en déant les 5 ans. Sinon, il vaut mieux, on conseille mieux de s'adresser à un avocat parce qu'en fonction de l'état d'aggravation de la santé du patient, s'il y a un état d'aggravation, on peut éventuellement faire tomber cette prescription, mais c'est quelque chose de plus compliqué. Donc, et ça, il n'y a qu'un avocat qui peut les aider à faire ce genre de démarche. Parce qu'une faute médicale peut survenir après plusieurs mois ou années même. Oui, bien sûr, bien sûr. Après l'intervention l'intervention médicale. En fait, c'est pas de la faute médicale qui survient après plusieurs années ou plusieurs mois, c'est la connaissance de la faute. C'est-à-dire, par exemple, je peux vous donner un exemple. C'est important aussi de vraiment faire attention à ça. Oui, exactement. Donc, en fait, ce qu'on peut imaginer, c'est une personne qui se fait opérer du cœur, imaginons, et donc dont on laisse un morceau de stent ou de cathéter. On oublie, en fait, sans s'en rendre compte, un morceau de stent ou de cathéter à l'intérieur, et la personne ne sait pas qu'on a oublié un corps étranger. Et donc, elle peut vivre plusieurs années avec une gêne ou un problème. Et puis, après, imaginons 6 ans, elle se rend compte parce qu'elle a des problèmes, des difficultés récurrents. Et après 6 ans, on la réopère, on lui fait toute une série d'examens, et puis en faisant les examens, on s'aperçoit qu'il y a un corps étranger. Là, effectivement, les faits se sont passés, imaginons, en 2000. Mais elle n'a été au courant des faits que 6 ans plus tard. Donc, à ce moment-là, la prescription de 5 ans, elle ne tient pas, bien entendu. Donc, c'est à partir de la connaissance de la date des faits avec un maximum de 20 ans. Voilà. Et donc il pourrait être pris en charge et considéré comme faute À ce moment-là, oui. À ce moment-là, oui. Donc c'est pour ça que c'est important de considérer la connaissance de la date des faits. Voilà. Et donc c'est à partir du moment où c'est prouvé qu'on a eu connaissance de la date des faits que bien après l'acte médical, on ne tiendra pas compte de l'acte médical en tant que tel, mais de la date de connaissance des faits. Alors on vient toujours vous voir quel est le travail qui va être alors donc à ce moment-là, donc l'association, donc les personnes s'adressent à nous, donc en fonction du cas, on fixe un rendez-vous, donc on écoute les gens parce que ça c'est important. Les gens sont en général quand ils viennent trouver l'association, ils précisent souvent que c'est le premier endroit où ils arrivent à s'exprimer. Donc déjà, ça c'est déjà très important. Et donc en fonction des explications qu'ils vont fournir et des faits qu'ils vont nous relater, on va pouvoir les orienter. Donc il y a plusieurs possibilités. Donc on leur propose, l'association va leur proposer de prendre le dossier en charge et d'essayer de voir avec l'assureur, donc ouvrir une négociation éventuellement à l'amiable avec l'assurance du prestataire de soins de l'hôpital. Et donc, toujours en précisant aux gens qu'il n'y a jamais de garantie de résultat à 100%. Donc, on leur dit, voilà, on va tenter de négocier, de voir avec vous si c'est possible d'obtenir un dédommagement pour les préjudices subis. Donc, ça, c'est une possibilité. Il y a maintenant le fonds des accidents médicaux qui existe aussi. Et parlez-nous de ce fonds donc, qui existe et voilà, qui vit. Alors, le fonds des accidents médicaux, il existe. Donc, la loi, c'est une loi du 31 mars 2010. Récent aussi. Très récent, bien sûr. Et donc, la seule chose, c'est que cette loi a permis donc, de mettre à disposition, une structure qui analyse les demandes introduites, toujours avec ce fameux délai. Donc, là, il faut que les demandes qui soient introduites au fond soient il faut que ce soit des demandes où l'acte médical s'est passé à partir du 2 avril 2010. Et après. Donc tous les actes médicaux qui se sont passés avant ne sont pas pris en compte. Et alors maintenant, je dirais même pas encore plus loin dans l'analyse ou dans l'explication, c'est que c'était 2010, mais aujourd'hui on est en 2016. Donc il y a une prescription, on avait dit, de 5 ans. Oui. Donc c'est-à-dire que maintenant une personne qui nous écoute aujourd'hui, donc pour votre émission Femmes au pluriel, il faut bien qu'elle se dise que si elle se dit mais moi j'ai eu justement un problème le 2 avril 2010 ou fin avril 2010, c'est trop tard. Il y a une prescription, donc il faut bien
calculer le délai pour éviter les 50 prescriptions. Donc le fonds des accidents médicaux, il a été créé pourquoi ? Il a été créé d'abord grâce à l'initiative aussi de l'association, parce que l'association a participé à l'élaboration de la loi et à la mise sur pied de ce genre de fonds, comme elle a participé aussi à l'élaboration de la loi sur les droits du patient. Donc ça, c'est important de préciser. Le fonds, il permet, comme son nom l'indique, fonds des accidents médicaux, donc d'analyser les demandes des personnes qui pensent avoir été victimes d'un accident médical. Donc pas nécessairement d'une faute médicale. Donc c'est un fonds qui est créé pour pouvoir indemniser les personnes qui ne rentrent pas dans le cadre de la faute médicale, mais dans le cas d'un accident médical sans responsabilité. Madame Rachida ? Alors la différence, c'est que un accident médical sans responsabilité, c'est vraiment un accident donc lié à une prestation de soins, mais dont on ne sait pas cibler un médecin ou le personnel soignant. Donc à ce moment-là, on se dit voilà. Il y a une personne qui est victime d'un accident médical, qui a un dommage, mais il n'y a pas de médecin défini, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut arriver. Il faut savoir que les conditions pour obtenir une indemnisation de la part du fonds, elles sont très très strictes. Donc il y a beaucoup de dossiers qui sont introduits, mais très très peu d'indemnisations qui sont possibles au final. Et donc ça, c'est aussi quelque chose d'important à mettre en avant. Donc le fonds, il est là pour ces gens-là. Donc quand on arrive à déterminer un accident médical sans responsabilité, avec un seuil de gravité très élevé, donc de 25%, donc c'est énorme. Et aussi pour les fautes médicales également, toujours avec un seuil de gravité de 25%, c'est-à-dire que les gens doivent avoir un dommage très 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 important. Et donc si l'assurance n'accepte pas la responsabilité, eh bien à ce moment-là, c'est le fonds qui indemnise et qui se retourne en justice contre l'assurance et le prestataire de soins. On se rend bien compte que c'est vraiment compliqué et que c'est très difficile donc de faire valoir ses droits, et puis aussi des conséquences de votre travail, deux lois donc qui permettent donc d'accompagner ou d'aider le patient qui a subi une erreur ou une faute ou un accident médical. On remarque qu'il y a un travail de fond qui est fait aussi en parallèle en regard des politiques. Alors oui, au niveau des politiques, effectivement, je pense que l'association, par exemple, elle a été assez soutenue, assez bien même soutenue au début, donc à sa création. Voilà, à sa création. Donc au début, ça a été assez difficile, mais je pense qu'après, il y a vraiment eu une oreille attentive de la part des politiques qui se sont rendus compte qu'il y avait effectivement un vide juridique réel à ce niveau-là et qui se sont dit, effectivement, il faut combler ce vide juridique. Donc, ils ont accepté de déjà mettre à disposition, par exemple, il faut savoir que l'association, elle fonctionne avec des postes ACS. Et ça, c'est grâce aux politiques aussi qu'on a pu obtenir ces postes. Hein. Donc ça, c'est quand même important de le dire. L'association, à l'époque, il y a des personnalités comme Charles Piquet qui s'étaient impliquées aussi également pour pouvoir aider l'association. Il y a Magda Alvoud qui a été aussi une des initiatrices de la loi sur les droits du patient. Donc il y a énormément de politiques. Éric Thomas aussi à l'époque. Donc Madame Olkelings a fait beaucoup aussi, puisque c'est elle qui a lancé qui a permis que la loi du 31 mars 2010 soit votée. Et donc je pense que là, il y a vraiment eu un travail au niveau politique assez important et vraiment un engagement politique clair. Vous continuez, vous avez des projets donc de... Alors nous, cette association, je vous dis franchement, elle a plein de projets. Elle a plein de projets. Elle est vraiment, à mon sens, indispensable, parce que je pense que on est tous concernés par la problématique. Comme vous disiez tout à l'heure, 20 000 accidents médicaux par année, dont 2000 décès, c'est énorme. Si je dis pas de bêtises, ça doit être, je veux dire, on doit être même devant les accidentés de la route.
Donc, puisque on parle de 1000 décès, je pense, pour les accidentés de la route. Ici, on est à 2000 décès. 2000 décès. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, je pense que les gens doivent prendre conscience de ça. Je ne suis pas là non plus pour alarmer et faire peur aux gens. C'est pas le but. Hein. Il faut savoir que ça reste minime comparé au nombre d'actes médicaux qui sont pratiqués au quotidien. Hein. Oui, puisqu'on parle de centaines de milliers d'actes médicaux, voire même plus, qui sont réussis et où tout roule, tout se passe bien. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand ça se passe mal, c'est là que ça devient, je vais dire, alarmant pour les personnes. Et c'est là qu'on se dit que, effectivement, il faut avoir à disposition des organismes ou des personnes qui puissent pouvoir aider, soutenir ces personnes-là. Donc, par rapport aux politiques, pour revenir à eux, ben effectivement, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des restrictions budgétaires qui sont claires, donc on nous en a fait état. On a été malheureusement sanctionnés par ces restrictions budgétaires parce que c'est souvent les petites associations malheureusement qui trinquent, si je peux m'exprimer comme ça. Et donc la COCOF nous a fermé les robinets et on a reçu un courrier très succinct en janvier qui nous disait que il ne comptait plus soutenir l'association et le projet, les projets. Et justifie ça comment? Mais il n'y a pas de justification, donc ça a été fermé. Voilà. Maintenant, bien entendu, on n'en est pas resté là. Nous, on a envoyé un mail en précisant qu'on voulait un rendez-vous pour avoir des explications, pour pouvoir effectivement échanger et voir s'il n'y avait pas une possibilité, une alternative. Parce que nous, on dépend malheureusement de ces subsides. Et donc, si on n'a pas ces subsides à disposition, on a beau avoir du personnel ACS à disposition qualifié et motivé, parce que c'est important de le dire, si on n'a pas de subsides à disposition, ben, on peut fermer la porte et mettre la clé sous le paillasson, parce qu'on a toute une série de frais de fonctionnement. Vous savez, faire tourner ce genre de structure, ça demande des fonds, c'est clair. Donc, le téléphone, les impressions, le traitement des dossiers, les envois recommandés, tout ça, ce sont des frais, le loyer à payer. Donc tout ça, ce sont des frais. Et donc j'en profite justement, si vous me permettez, Madame Arabe, comme je passe justement dans votre émission, de faire un appel à la solidarité citoyenne, parce que je pense qu'on est tous concernés. On est tous patients. Et donc on a tous, à un moment ou à un autre, été chez son médecin traitant. Bon, en général, un médecin traitant, ça se passe relativement en général bien. On a tous subi à un moment ou à un autre un petit acte médical, ne fût-ce que le fils de M. Rodriguez est décédé d'une extraction de dents de sagesse. Hein. Donc c'est pour vous dire, même un geste le plus anodin possible peut, à un moment donné, virer vers le drame ou vers des séquelles importantes ou moins importantes. Hein. Ça, c'est pas... Et donc voilà, j'aimerais vraiment que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui comprennent que cette association, si moi je fais un appel à la solidarité pour cette association, c'est pas pour moi, ce n'est pas pour les gens qui y travaillent, c'est vraiment pour vous, pour votre enfant, pour votre enfant, votre mère, votre voisin. On est tous concernés et le jour où ça nous arrive, eh bien là on se rend compte de ce que ça peut être comme réalité et qu'à ce moment-là vraiment on se retrouve confronté à une situation dramatique. Il faut savoir que le Fonds des accidents médicaux existe, c'est vrai, mais le Fonds des accidents médicaux, c'est une structure purement administrative. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du côté du patient, elle n'est pas du côté du médecin et elle ne reçoit pas les gens. Donc, ils sont dans le travail, ce sont des gens compétents, qualifiés aussi, mais ils ne sont pas à la disposition du citoyen comme nous pouvons l'être nous. Nous, on est là pour... On a certainement vraiment besoin de cette aide, d'un accompagnement, ne serait-ce que pour remplir le formulaire, pour savoir à quelle porte frapper. Parce que, comme je disais au début de l'émission, le monde médical est vraiment un monde fermé, où on ne peut pas... D'ailleurs, un des droits que je voudrais rappeler, du droit du patient, c'est d'avoir accès à son dossier médical. Bien sûr. Ça, on ne le sait pas, parfois le médecin il dit il garde ça pour lui. Oui, tout à fait. Alors que... Oui, donc effectivement, donc les gens, il y a un droit d'accès au dossier médical, donc un droit de regard. On peut, si on le souhaite, aller examiner le dossier sur place, ou on peut en obtenir une copie également. Donc il faut savoir que
à l'époque, quand la loi est passée sur le droit du patient, c'était quelque chose, ça a été très très mal perçu de la part du corps médical. Donc il y a eu énormément de difficultés malgré la loi pour les personnes d'obtenir une copie de leur dossier. Et donc il y avait vraiment une résistance de la part du corps médical qui existait et qui facturait les dossiers, parce qu'il faut savoir que c'est moyennant le prix de la copie, qui facturait des dossiers à des montants astronomiques. Nous, on a eu des copies de dossiers médicaux pour 400 €. 400 € pour une copie de dossier médical. Là, et donc, il faudrait qu'on sache que c'est illégal. Mais heureusement, à l'époque, c'était légal, hein, parce qu'il n'y avait pas de prix fixé pour la copie du dossier. Donc, il s'alignait au prix des tribunaux. Et donc nous, on a interpellé les politiques par rapport à ça en disant voilà, c'est une manière détournée de refuser l'accès au dossier médical pour les patients. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a alerté les politiques qui ont pris ça très au sérieux, bien sûr. Et donc il y a eu un changement au niveau de la loi qui a mis un plafond. C'est-à-dire que maintenant, c'est maximum 25 € pour une copie de dossier médical. Donc voilà, peu importe le prix de la copie, le maximum c'est 25 €, ce qui est un prix tout à fait raisonnable. Donc ça c'est par rapport à cette fameuse loi et l'accès au dossier médical. Donc il y a aussi un accès à la possibilité le droit d'obtenir une information éclairée sur son état de santé et sur éventuellement les risques liés à une opération aussi. Il y a peu de gens qui sont informés des risques d'une opération qu'ils devraient subir. En général, les personnes qui doivent se faire opérer, quand on demande des explications, vous savez, très souvent, les médecins, je peux comprendre, ils n'ont pas non plus envie de faire peur aux gens, donc ils essayent de dire, voilà, écoutez, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, il n'y a pas de souci, demain vous serez debout sur vos deux pieds, en train de courir. Et donc, il y a une tendance des fois à essayer de minimiser pour ne pas, je veux dire, effrayer peut-être les gens. Mais le problème, c'est que quand il y a un drame après ou un problème, les gens ne sont pas informés, n'ont pas été informés des risques possibles. S'ils avaient été informés correctement, ils auraient pris le choix. Un des droits du patient, c'est de connaître les risques de toute intervention. Bien entendu. Et alors, à ce moment-là, choisir si la personne décide de se faire opérer ou non en fonction des risques encourus. Voilà. Donc, alors, ça c'est le côté, je disais, le monde médical qui est très fermé donc aux patients. Il y a le monde de justice, la justice qui est aussi très très fermée. Donc il y a des cas de procédures en justice qui durent plus de 6, 7, 8 ans. Là aussi, est-ce que c'est une façon de pousser le patient à laisser tomber toute démarche? Moi, je pense qu'il y a plusieurs problèmes. C'est que déjà à Bruxelles, il y a une saturation. On est au niveau des dossiers qui sont introduits au civil. Il y a vraiment, je crois qu'un nombre de dossiers qui dépasse l'entendement. Ça, c'est une chose, mais il y a aussi l'impunité l'impunité du responsable de l'erreur ou de la faute médicale qui est souvent constatée. Oui. Alors l'impunité, à partir du moment où une personne elle décide d'introduire un recours en justice, donc que ce soit pénal ou civil, donc il y a un juge qui est là et qui et alors si c'est au civil, c'est un débat contradictoire, c'est-à-dire que chaque partie défend ses intérêts et il y a un collège d'experts qui est désigné et alors au final c'est le juge qui tranche, donc au civil, donc le juge tranche et estime si la personne est le médecin reconnu comme responsable ou pas. Alors oui, on peut discuter par rapport à ça, à savoir est-ce que le juge tranche de manière, je veux dire, impartiale et correcte. En principe, il devrait. Donc vous n'avez pas constaté ça en tant que... en fait, nous, ce qu'on peut, l'association, ce qu'elle peut constater, c'est que il y a des recours civils qui sont introduits et il y a peut-être pas suffisamment de recours qui aboutissent à une possibilité d'indemnisation ou à une reconnaissance de la responsabilité. Alors c'est dû à quoi exactement? Est-ce que c'est un problème au niveau des experts judiciaires qui sont désignés, qui sont finalement peut-être toujours les mêmes, qui reviennent et qui donc peut-être qu'il n'y a pas suffisamment, je veux dire, de mouvement au niveau des experts judiciaires et que ça devient finalement peut-être pour eux une sorte de on peut dire peut-être que les experts se connaissent. Ça, je ne sais pas parce qu'on n'a jamais pu analyser la situation à ce niveau-là. Mais c'est clair que obtenir un dédommagement et une reconnaissance via la voie judiciaire, c'est possible. Mais c'est vrai que et alors, en fait, quand vous parlez d'épuiser les personnes, c'est vrai. C'est vrai que
Mais alors, ce qui épuise la personne, c'est surtout le fait... Vous savez, il y a des personnes qui introduisent un recours au civil. Déjà, ça dure très longtemps. La personne doit apporter la preuve de la faute. Donc, c'est celle qui est à charge de la preuve. C'est très long, c'est très dur, c'est très coûteux. Et quand elle arrive, au final, à un jugement en sa faveur, ce qui se passe, pour la majorité des cas, c'est que l'assurance de l'hôpital ou du médecin interjette appel. Donc, il faut recommencer le... Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout recommencer depuis le début. Donc, si on a une procédure qui dure 8 ans, 9 ans, bien, on se retrouve avec, on recommence du début, c'est-à-dire, alors à ce moment-là, du début, ça veut dire du début. Donc, et là, effectivement, les patients sont vraiment effondrés, épuisés, n'ont plus un sou. Et donc, voilà, ça c'est la grosse difficulté. Mais en même temps, c'est un droit d'interjeter appel, vous comprenez? Et c'est vrai que ça, c'est les assurances ou les médecins qui sont assurés, en général, utilisent cette voie-là aussi. Donc, parce que c'est un droit qui leur est donné. Dans ce cas, votre association accompagne et aide ces personnes victimes de cette procédure? Alors, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est travailler à ça, c'est-à-dire essayer justement d'expliquer qu'au niveau de la procédure, il y a des problèmes, il y a effectivement le fait d'épuiser les personnes, comme vous l'expliquez très bien. Maintenant, accompagner une personne au niveau d'une procédure civile, c'est la seule personne, je veux dire, qui est la plus compétente pour l'accompagner, c'est un avocat, puisque c'est l'avocat qui va plaider et qui va pouvoir défendre la cause du patient. Nous, ce qu'on peut fournir, c'est un accompagnement, bien entendu, et éventuellement une disposition au niveau des médias possibles pour pouvoir, parce que les gens des fois veulent aussi exprimer leur tristesse par rapport au jugement qui a été rendu, leur colère, et donc à ce moment-là il y a une possibilité de faire appel aux médias qui peut être utilisée. C'est votre force aussi, ça c'est aussi une façon d'agir et de dénoncer, c'est d'utiliser les médias. Alors effectivement, en fait ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que je ne sais pas si je peux m'exprimer comme ça, mais il y a pas mal de médias qui font appel à nos services parce que la faute médicale ou l'accident médical, c'est quelque chose qui, justement, est vraiment... qui touche tout le monde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et c'est de temps à autre aussi utilisé un peu comme fait divers par certains médias. Et donc, je veux dire que pour ça, c'est vrai qu'on n'a pas trop de difficultés à avoir des médias à disposition. Mais justement, l'objectif, ce n'est pas d'étaler pour étaler. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est utiliser les médias, mais à bon escient. Donc voilà, donc on a cette possibilité-là. Si on doit le faire, on le fait. Maintenant, nous, ce qu'on ne veut pas, parce que l'association ne veut pas, c'est l'utiliser comme arme de chantage en disant si vous ne faites pas, on va faire appel aux médias. Je pense que ça n'est pas productif, on va faire que braquer les parties. Et donc si on peut être dans l'échange, la médiation, la communication, nous on préfère relativement ça, quoi. Alors vous travaillez dans l'association depuis 15 ans maintenant. Quels sont les cas les plus récurrents qui reviennent le plus souvent? Que vous pouvez quelques cas comme ça. Alors, donc, en fait, on a, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a différentes manières de procéder, de traiter les dossiers. Donc ici, moi, j'ai pris avec moi quelques cas pour vous faire part, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus parlant, justement, que des choses concrètes. Voilà, qu'un fait concret. Donc, j'ai pris plusieurs cas ici dont je vais vous faire état. Par exemple, on a eu récemment une personne qui nous a contactés pour un membre de sa famille. Donc cette personne nous explique que le membre de sa famille avait une tumeur maligne. Et donc il a dû rentrer pour se faire opérer et enlever donc l'ablation de cette tumeur. Alors l'opération en elle-même s'est très bien passée, donc rien à signaler, tout est en ordre. Le patient retourne dans sa chambre, mange, vraiment aucun souci, voit sa famille, échange. Et donc, durant la nuit, donc, on retrouve ce patient sur le sol, donc dans une autre chambre, dans un état grave, puisqu'il a eu une embolie gazeuse avec un arrêt cardiaque. Et les faits relatés, parce qu'en fait le problème c'est que personne n'était présent, donc les faits avancés par le personnel infirmier est que ce patient a été très très fortement agité et qu'il a coupé
le cathéter donc, qui le reliait au Baxter, et avec le couteau de son repas. Et donc, voilà, c'est assez flou, les explications ne sont pas claires. La seule chose que la famille sait, c'est qu'aujourd'hui, il est dans un état grave. Il a perdu 96% de ses facultés mentales, puisqu'il a développé une embolie gazeuse. Une embolie gazeuse, c'est quand on développe des petites bulles de gaz dans la circulation sanguine. Et donc, à ce moment-là, on imagine les dégâts que ça peut faire. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette personne nous a contactés, une des personnes de la famille, complètement démunie et anéantie par rapport à ce qui s'était passé, parce que il ne s'attendait pas du tout à ce genre de... Voilà, arriver le lendemain en disant, voilà, votre frère, votre père, voilà, est aux soins intensifs, plus que 4% de ses capacités cérébrales, et que voilà, ça veut dire que, clairement, il n'y a plus rien à faire pour lui. Hein. Et votre démarche Alors voilà, notre démarche, en fait, il faut savoir que ces personnes-là, quand elles se sont adressées à nous, elles nous ont demandé de l'aide, bien entendu, et elles nous ont dit, voilà, nous, on voudrait porter plainte au pénal. Alors, ce qu'on a répondu à ces gens, effectivement, il est possible de porter plainte au pénal, puisqu'on ne sait pas ce qui s'est passé, donc ça permettra d'éclaircir la situation. Mais une plainte pénale, c'est quand même, voilà, il y a une démarche, on va à la police, hein, on va au commissariat de police, on va déposer une plainte contre X pour homicide involontaire ou non-assistance à personne en danger. Donc c'est vraiment une démarche assez, je veux dire, agressive puisque les gens sont auditionnés après, hein, donc c'est vraiment quelque chose d'assez violent. Et donc, ce qu'on a dit à ces personnes, c'est qu'on pouvait éventuellement proposer avant tout, parce qu'ils ne savaient pas ce qui s'était passé, proposer une médiation. Donc, essayer de voir avec l'hôpital. Parce qu'il faut savoir que la loi sur les droits du patient prévoit depuis 2003 que la médiation est possible en milieu hospitalier. Donc, on a proposé à ces personnes, voilà, ce qu'on vous propose, ça n'enlève rien à la plainte pénale, mais ce qu'on vous propose avant tout, c'est d'entamer une médiation avec le personnel de cet établissement de soins et voir un peu, on peut travailler ensemble aux questions qui seraient posées et orienter un peu la réunion pour voir, avoir des éclaircissements sur ce qui s'est passé. Et donc, voilà, pour le moment, c'est en cours, mais il y a une possibilité de plainte pénale. Donc ça, c'est par exemple une possibilité d'intervention de l'association. Alors, un autre cas, on a une personne donc assez jeune, donc qui a plus ou moins 30 ans, qui vient nous trouver. Enfin non, elle ne vient pas nous trouver, c'est sa compagne qui est venue nous trouver, pardon. Donc, mais cette personne, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu un malaise assez sérieux. Donc, on appelle l'ambulance, transfert au service d'urgence. Donc, malaise sérieux pour une douleur très très importante à la poitrine, au bras gauche. Donc cette personne entre à l'hôpital, est prise en charge, mais bon, donc quand l'épouse de cette personne nous relate les faits, elle nous explique qu'il n'a pas été pris en charge correctement, on l'a un peu mis de côté, on lui a fait une prise de sang, toute une série d'examens, et on lui dit voilà, il n'y a rien, c'est vous qui stressez un peu, rien de grave. On lui donne du paracétamol, une ordonnance, et on le renvoie à la maison. Il retourne avec sa compagne à la maison et le lendemain matin, il décède chez lui. Voilà. Il a fait une crise cardiaque. Il a fait une crise cardiaque, exactement. Donc, il n'est pas décédé sur le champ. Et celui-là, il a été prévenu. Oui, voilà. Lui, il a fait un malaise à la maison. Il a fait un malaise la veille. On ne l'a pas gardé en observation. Et quand il est rentré, le lendemain matin, il a passé la nuit. Parce que, bon, il est une partie de la nuit. Le lendemain matin, il a fait un grave malaise. Sa compagne a appelé l'ambulance. Ils ont tenté de le réanimer pendant 50 minutes. Et voilà, malheureusement, il est décédé. Donc ça, c'est aussi des cas sérieux, puisqu'il y a un décès d'une personne jeune. Hein. Quand je vous dis 30 ans, c'est vraiment, on est quand même quasiment à la fleur de l'âge. Et donc, voilà, on se rend compte qu'il y a des problèmes qui peuvent se passer. On peut passer à côté de drames. Vous accompagnez aussi donc ici, il y a un accompagnement qui est également possible. Donc ici, on a aidé à la personne à introduire un dossier devant le Fonds des accidents médicaux. Mais cette personne avant, il faut savoir que la compagne, donc pour être plus précis, elle avait introduit une plainte pénale. Donc il y a une plainte pénale qui a été introduite, mais qui a abouti à un non-lieu.
Voilà. À partir du moment où ça aboutit à un non-lieu, on a proposé à cette dame d'introduire une demande d'analyse auprès du Fonds des accidents médicaux. Donc, il n'y a pas de responsable. En tout cas, il y a eu un non-lieu. C'est-à-dire que il faut voir aussi comment cette personne a formulé sa plainte. Parce que ça, c'est important aussi de formuler une plainte. Parce que si vous formulez une plainte en indiquant que c'est un homicide volontaire, il est bien entendu que ce sera un non-lieu. Est-ce que ça fait partie de vos tâches de remplir une plainte avec les personnes qui viennent vous voir ? Si les personnes nous le demandent, on peut leur expliquer comment remplir la plainte au mieux et comment faire pour être déclaré comme personne lésée. C'est-à-dire pour pouvoir se porter partie civile par la suite. Oui. Ça, c'est quelque chose que l'association fait avec les gens aussi. Mais pour ça, il faut bien entendu que les gens viennent nous trouver. Bien. Justement, merci Madame Rachida Essanari. L'émission Femmes au pluriel touche à sa fin. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de dire à toutes les personnes qui nous regardent par rapport à ce thème qui est quand même assez dramatique dans certains cas, comme vous venez d'ailleurs de citer? Mais écoutez, tout d'abord, moi je tenais quand même à vous remercier, Madame Arabe, et à Maghreb TV d'avoir permis de m'exprimer et nous donner la possibilité de parler d'un sujet aussi important que celui d'erreurs médicales, des erreurs médicales et de l'ASBL erreurs médicales. Voilà, moi je crois vraiment en cette structure et je pense qu'il y a encore on a plein de projets, on a plein de choses encore à mettre en avant et je fais à nouveau, j'en profite d'être là parmi vous, avec vous, pour faire encore un appel à la solidarité citoyenne. J'insiste vraiment, on est tous concernés, je suis concernée par le problème, vous aussi, le voisin, votre frère, votre sœur, on est tous patients et donc à un moment donné ou à un autre, on risque, j'espère pour tous les gens qui nous écoutent et les autres bien entendu, que tout se passe pour le mieux et voilà. Même quand ça se passe mal, je pense qu'une structure comme l'ASBL est importante et a le devoir d'exister. Dans ce cas-là, on doit vous contacter. Alors, les personnes ont la possibilité de nous contacter, donc via notre site www.erreur au pluriel-médical au pluriel.be, nous téléphoner au 02 514 31 91 et alors s'ils veulent faire un don, il faut savoir que ce qui est important aussi, c'est que c'est déductible des impôts. Donc il y a près de 50% du don qui sera, à partir de 40 €, qui sera remboursé par les impôts quand la personne remplira sa fiche. Et donc voilà, donc on a un numéro de compte qui est à disposition, que je vous transmettrai si vous le souhaitez et que vous souhaitez le faire passer également. Voilà. Merci beaucoup Madame Rachida Essanari. Et moi, pour ma part, chers téléspectateurs et téléspectatrices, je vous donne rendez-vous pour un autre rendez-vous de Femmes au pluriel. D'ici là, soyez heureux et heureuses.